Il y a 3 jours, un navire a accosté dans un port iranien au milieu de la nuit. Pas de conférence de presse, pas d'annonce, pas d'images satellites diffusées au public en temps réel. Seulement une cargaison. Des centaines de caisses déchargées dans l'obscurité par des techniciens qui savaient exactement ce qu'ils manipulaient et exactement pourquoi cela ne pouvait pas se faire à la lumière du jour. Le temps que le renseignement américain est entièrement cartographié, ce qui était arrivé à Bandar Abbas, le porte-avions américain USS Gerald R. Ford, un navire de guerre qui a coûté plus cher que tout le produit intérieur brut de dizaines de pays, avait déjà changé de cap, pas vers la menace, mais loin d'elle. Et au moment où ce porte-avions a viré, une chose qui était vraie dans cette région depuis 4-20 ans a cessé de l'être. Ce qui est arrivé en Iran n'était pas une livraison d'armes conventionnelles, c'était pas de l'artillerie, pas des véhicules blindés, pas le genre de matériel militaire qui se transfère entre États comme une affaire de routine. Ce qui est arrivé, c'était 400 missiles balistiques à portée intermédiaire DF-26, transférés depuis l'inventaire opérationnel actif de la force des fusées de l'armée populaire de libération chinoise directement sous contrôle militaire iranien. 400 missiles avec une portée de 4000 km, 400 missiles avec des ogives manœuvrantes, 400 missiles dont le seul objectif principal d'ingénierie, l'objectif inscrit dans chaque décision de conception, de l'architecture de guidage au capteur terminal, est de trouver et de détruire les porte-avions américains à des distances qui les placent entièrement hors de portée de frappe de l'aviation embarquée américaine. Le Ford n'aurait pas pu entrer dans le golfe Persique après la mise en service de ces missiles et survivre avec une quelconque certitude. Washington le savait, Pékin le savait, Téhéran le savait, et c'est pourquoi le Ford a viré. Ce soir, je veux vous expliquer ce que ce virage signifie réellement. Parce que la couverture que vous avez vue jusqu'ici a traité cette affaire comme un incident diplomatique, un point de friction géopolitique, un moment de tension entre grandes puissances. C'est pas un moment de tension, c'est un moment de résolution. La tension a été résolue, et cette résolution ne favorise pas Washington. Commençons par l'arme elle-même, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé sans comprendre précisément ce qu'est le DF-26 et pourquoi la Chine a consacré la majeure partie de 2 décennies à le construire. Le commentaire militaire classique décrit le DF-26 comme un missile balistique à moyenne portée doté d'une capacité anti-navire. Cette description est techniquement exacte et stratégiquement trompeuse dans le même souffle. Dire que le DF-26 est un missile balistique doté d'une capacité anti-navire, c'est comme dire qu'un scalpel est un objet métallique avec un bord tranchant. Vous avez dit quelque chose de vrai, mais vous avez manqué tout ce qui compte. Le DF-26 n'a pas été conçu pour menacer les navires en général. Il a été conçu pour résoudre un problème de ciblage précis que les planificateurs militaires chinois avaient identifié au début des années 2000 comme l'obstacle central aux ambitions stratégiques de la Chine dans le Pacifique, en haut de là. Le problème était le suivant. La marine des États-Unis exploite des porte-avions. Ces porte-avions peuvent générer entre 120 et 150 sorties de combat par jour. Ces sorties peuvent frapper des cibles n'importe où, dans un rayon d'environ 700 km autour de la position du porte-avions. Et le porte-avions, opérant depuis les eaux internationales, n'a besoin de la permission de personne pour agir. Il n'y a pas besoin de l'approbation d'un pays hôte. Il ne dépend pas d'une infrastructure fixe qui peut être ciblée. C'est une plateforme militaire souveraine, mobile, autonome, qui projette la puissance américaine partout où les intérêts américains l'exigent, tant que personne ne peut menacer le porte-avions lui-même avec une crédibilité suffisante pour dissuader sa présence, les planificateurs stratégiques chinois ont regardé cette capacité et ont posé une seule question: combien faut-il coûter pour rendre le déploiement du porte-avions trop cher? La réponse qu'ils ont développée au cours de 15 années d'ingénierie et d'essais, c'est le DF-26. La portée n'a pas été choisie au hasard. 4000 km, c'est la distance à laquelle une plateforme de lancement se trouve au-delà du rayon de combat de tout avion à voilure fixe sur le pont d'un porte-avions américain. Le missile peut atteindre le porte-avions, l'aviation embarquée ne peut pas atteindre le missile. Cette asymétrie, un engagement dans un seul sens, n'est pas un accident. C'est tout l'objectif. L'architecture de guidage aggrave le problème de façon exponentielle. Détruire un navire en mouvement avec un missile balistique n'est pas le même défi de ciblage que détruire une installation fixe. Un porte-avions se déplace, il manœuvre,
et il opère sous une discipline stricte d'émission conçue pour rendre le ciblage plus difficile. Le problème pour un missile balistique anti-navire n'est pas de trouver le porte-avions au lancement. C'est de prévoir où sera le porte-avions 12 minutes plus tard lorsque l'ogive arrivera et d'ajuster pour toute manœuvre que le porte-avions effectuera dans cette fenêtre. L'EDF 26 résout cela grâce à un système de guidage en 3 étapes. La navigation inertielle, mise à jour par le système satellitaire chinois Beidou, gère la phase intermédiaire. Un radar à synthèse d'ouverture s'active en phase terminale. Il est capable de détecter et de classer de grands navires de surface à travers la météo, à travers les contre-mesures électroniques et à travers toutes les mesures défensives qu'emploie un groupe aéronaval. Et enfin, il y a un véhicule de rentrée manœuvrant. C'est une ogive qui peut ajuster physiquement sa trajectoire dans les derniers instants du vol afin de suivre un navire qui a changé de cap depuis le lancement. Le résultat est une arme contre laquelle la marine des États-Unis ne dispose d'aucune défense fiable à grande échelle. Des intercepteurs individuels peuvent vaincre des ogives individuelles. Mais face à 400 missiles préparés et tirés en vagues coordonnées qui submergent la capacité de rechargement défensive, aucun groupe aéronaval actuellement en service aux États-Unis ne survit avec confiance. Ce n'est pas mon évaluation. C'est l'évaluation implicite. Quand vous retirez le porte-avions au lieu de le défendre, vous avez déjà répondu à la question de savoir si vos défenses sont suffisantes. Maintenant, c'est ici que cette histoire cesse d'être une histoire sur un système d'armement. Elle devient une histoire sur une relation stratégique que tout l'appareil de renseignement occidental a systématiquement sous-estimé pendant plus d'une décennie. La Chine n'a pas décidé, il y a 3 mois, de transférer 400 missiles DF-26 à l'Iran. La logistique d'un transfert à cette échelle, le transport maritime, l'infrastructure de manutention, le personnel technique, la préparation au lancement, la formation des opérateurs, tout cela représente des années de planification et de coordination préalable. On n'exécute pas un transfert d'une telle complexité en réaction à l'actualité. On l'exécute lorsqu'une préparation commencée des années plus tôt a atteint sa maturité opérationnelle. Le transfert n'a pas eu lieu à cause du conflit actuel. Le conflit actuel a fourni le moment, la préparation était déjà terminée. Et cette préparation nous dit quelque chose sur la relation Chine-Iran que les évaluations officielles du renseignement américain ont constamment échoué à refléter avec exactitude. Les descriptions publiques de Washington concernant la relation Pékin-Téhéran au cours de la dernière décennie l'ont présentée comme fondamentalement transactionnelle. Achat de pétrole, un peu de coopération technologique, alignement diplomatique dans des forums multilatéraux. Pas un véritable partenariat stratégique, pas le genre de relation dans laquelle une partie transfère ses systèmes militaires offensifs les plus sensibles sous le contrôle opérationnel de l'autre. Ces évaluations n'étaient pas seulement incomplètes, elles se trompaient sur la nature de ce qui était en train de se développer. L'infrastructure nécessaire à ce transfert implique un niveau de coordination militaire, de planification opérationnelle partagée, d'engagement stratégique mutuel qui ne naît pas d'une relation transactionnelle. Elle naît d'un partenariat dont la profondeur a été délibérément dissimulée à l'observation extérieure par les deux parties. Et cela, précisément parce que les deux parties comprenaient que ces dimensions complètes rendues visibles auraient déclenché une réponse occidentale plus tôt qu'elle n'était prête à gérer. Le transfert est maintenant public parce qu'il n'a plus d'importance qu'il le soit. Les missiles sont sur le sol iranien, ils sont opérationnels, le Ford s'est déplacé. Le fait stratégique a été créé. Le divulguer ne coûte plus rien à ce stade. Ce qui nous amène à la question du moment choisi. Parce que le moment précis où la Chine a choisi d'exécuter ce transfert n'est pas secondaire dans sa logique stratégique. Il en est le cœur. Pékin a passé 30 ans à étudier comment Washington réagit aux provocations stratégiques qu'il n'est pas prêt à affronter militairement. Le schéma tiré de cette étude est constant. Déclaration de vive préoccupation, ensemble de sanctions calibrées selon des exigences politiques internes plutôt que selon une efficacité stratégique, déclaration de lignes rouges dont la crédibilité s'érode précisément en proportion du coût de leur application,
puis finalement accommodation à la nouvelle réalité stratégique. Une accommodation décrite dans un langage qui ressemble à de la patience, mais fonctionne comme une acceptation. La Chine a transféré 400 missiles tueurs de porte-avions à l'Iran, non pas malgré l'attente de ce schéma de réponse, mais parce qu'elle s'attendait à ce schéma de réponse et l'avait intégré dans son calcul stratégique. Washington gère actuellement des exigences stratégiques simultanées en Europe, dans le détroit de Taïwan, dans la péninsule coréenne et dans l'ensemble du Moyen-Orient. Le capital politique disponible pour une confrontation directe avec Pékin au sujet d'un transfert d'armes déjà terminé n'existe pas. Le levier disponible pour imposer un retour en arrière n'existe pas non plus. Chaque outil de pression stratégique américaine sur la Chine, restrictions commerciales, contrôle technologique, coordination des alliances, est déjà déployé à une intensité presque maximale dans d'autres dimensions de la compétition. Il n'y a pas de réserve. La Chine savait qu'il n'y avait pas de réserve. Le transfert a eu lieu dans la fenêtre définie par cette connaissance. Ce que le retrait du Ford enlève réellement à la boîte à outils stratégique américaine, c'est quelque chose que la couverture médiatique dominante a constamment sous-estimé. Le porte-avions ne fournit pas seulement une capacité de frappe, il fournit un type particulier de capacité de frappe qui n'a pas de remplacement équivalent. L'escadre aérienne du Ford, à plein rythme opérationnel, génère des sorties de frappe qui peuvent être redirigées, reconfigurées et réaffectées en quelques heures en réponse à un champ de bataille changeant. Cette flexibilité, cette indépendance opérationnelle souveraine ne peut pas être reproduite par des solutions terrestres opérant depuis des infrastructures fixes dans des pays partenaires dont la coopération est conditionnée politiquement et non inconditionnelle. Les avions opérant depuis le Qatar, Bahreïn et les Émirats arabes unis nécessitent l'autorisation du pays hôte pour chaque profil de mission. Ils nécessitent des trajectoires de vol à travers des espaces aériens dont l'accès n'est pas garanti dans tous les scénarios de conflit. Et les bases depuis lesquelles ils opèrent sont des cibles fixes que les missiles balistiques iraniens peuvent tenir en danger avec une précision qu'un porte-avions manœuvrant en haute mer, même avant le transfert des DF-26, n'a jamais affronté de façon comparable. L'absence du Ford n'élimine pas la puissance aérienne américaine du théâtre. Elle rend la puissance aérienne américaine dépendante d'une manière qu'elle ne l'était pas auparavant. Et cette dépendance est une vulnérabilité stratégique de premier ordre dans une région où chaque gouvernement recalcule maintenant sa propre position avec l'information mise à jour selon laquelle la présence des porte-avions américains n'est plus un fait inconditionnel de la sécurité du Golfe. Les recalculs en cours, ce soir dans les capitales du Golfe, méritent une attention particulière parce que leurs conséquences se propageront dans l'ordre régional plus vite que la réponse diplomatique de Washington ne pourra les gérer. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, ces gouvernements ont organisé leurs architectures de sécurité autour d'un ensemble d'hypothèses sur la capacité militaire américaine dans le Golfe qui ne tient plus dans sa forme précédente. La question qu'ils se posent maintenant n'est pas de savoir s'ils doivent maintenir leur partenariat américain. C'est de savoir ce que valent réellement ces partenariats dans un Golfe Persique où l'instrument qui rendait la projection de puissance américaine opérationnellement réelle dans cette région ne peut plus opérer en sécurité. Les conversations diplomatiques qui découlent de cette réévaluation, les ouvertures discrètes vers Téhéran, le repositionnement soigneusement calibré des relations régionales, l'accommodation progressive à une primauté stratégique iranienne qui devient rationnelle une fois le porte-avions parti, ont déjà commencé dans des canaux dont Washington ne fait pas partie et qui ne peut pas surveiller facilement. La position de l'Iran après ce transfert est qualitativement différente de sa position avant celui-ci, et pas principalement à cause de la capacité militaire que représentent les missiles. L'Iran n'a pas besoin de tirer un seul DF-26 pour extraire toute la valeur stratégique de leur présence. Leur seule présence a déjà produit le retrait. La dissuasion est opérationnelle dès l'instant où la capacité est crédible et le changement de cap du Ford a confirmé cette crédibilité de la manière la plus concrète possible. Téhéran détient maintenant un périmètre défensif autour de son territoire et de ses intérêts régionaux que la puissance des porte-avions américains
l'instrument qui a soutenu la primauté militaire américaine dans le Golfe pendant 3 décennies, ne peut pas pénétrer en sécurité. Ce périmètre n'a pas été construit uniquement par le développement militaire iranien, il a fallu l'engagement stratégique chinois pour le créer. Et cet engagement, maintenant visible et opérationnel, a des implications qui dépassent largement le Golfe Persique. Ce que Pékin a démontré avec ce transfert, c'est qu'il est prêt à fournir des systèmes dits d'anti-accès, spécifiquement conçus contre les plateformes de projection de puissance américaine, à des partenaires opérant dans des théâtres stratégiquement critiques. Lorsque le moment stratégique justifie la décision, les planificateurs de la défense de Taïwan ne lisent pas cette évolution comme une histoire du Moyen-Orient. Ils la lisent comme une information sur l'intention stratégique chinoise et sur la volonté de la Chine de franchir des seuils que les décideurs américains avaient identifiés comme des lignes rouges fondamentales. Cette information met à jour leur évaluation de ce que signifie réellement l'engagement militaire américain envers la défense de Taïwan lorsqu'il est testé face à une Chine qui a démontré sa volonté de défier directement la viabilité opérationnelle des plateformes dont dépend cet engagement. Moscou bénéficie de tout ce qui se passe ce soir sans y avoir contribué. La marge de manœuvre stratégique russe n'a pas besoin d'être consommée par une crise dans le Golfe Persique, parce que la crise du Golfe Persique consomme plutôt la marge de manœuvre stratégique américaine. Chaque heure que Washington passe à gérer le problème du DF-26 est une heure qui n'est pas consacrée à l'Ukraine, pas consacrée à la posture dans la Baltique, pas consacrée à l'architecture plus large de la sécurité européenne. La Russie est la bénéficiaire structurelle silencieuse d'un développement qu'elle n'a pas organisé. Et la chose la plus utile que Moscou puisse faire en ce moment, c'est de ne rien faire. Parce que ne rien faire fonctionne déjà. La dimension énergétique traduit ce qui s'est produit au niveau militaire, en conséquence, ressenti par chaque ménage sur Terre qui paie une facture d'énergie. Le Golfe Persique produit environ 30% de l'approvisionnement mondial en pétrole. La sécurité de cet approvisionnement a été soutenue pendant 3 décennies par une présence américaine de porte-avions qui maintenait la capacité d'interdiction iranienne sous un risque crédible. Cette garantie est retirée ce soir. Pas de manière permanente au sens où elle ne pourrait jamais revenir, mais retirée dans la réalité opérationnelle de l'environnement stratégique actuel. La prime de risque sur l'énergie du Golfe a augmenté et cette prime ne reste pas dans les marchés de l'énergie. Elle se déverse dans les coûts de fabrication, les coûts de transport et les prix à la consommation dans chaque économie dépendante des importations. C'est-à-dire chaque économie sur Terre. Le lien entre le changement de cap d'un porte-avions et le prix des biens dans un marché de n'importe quel pays sur Terre est réel, direct, et il sera ressenti longtemps après que la crise actuelle aura disparu des manchettes. Voici ce que je crois être la question analytique la plus importante ce soir, et ce n'est pas celle que pose la couverture dominante. La question posée est de savoir comment Washington répond. La question qui détermine réellement la trajectoire de la prochaine décennie est de savoir si Washington peut répondre d'une manière qui restaure la crédibilité opérationnelle de la projection de puissance américaine dans cette région et si les outils de réponse dont il dispose sont adaptés à cette tâche. La réponse honnête, examinée sans l'intérêt institutionnel qui façonne les évaluations officielles, est qu'aucune réponse actuellement disponible à Washington ne renverse ce qui s'est passé à Bandar Abbas. Une action militaire directe contre l'infrastructure des DF-26 à l'intérieur de l'Iran active une cascade d'escalade dont le coût ne peut pas être absorbé par l'environnement politique américain. Actuel, la pression diplomatique sur Pékin pour annuler le transfert exige un levier qui n'existe pas en réserve. Les solutions technologiques au problème du guidage terminal du DF-26 existent dans des programmes de recherche qui sont encore à des années d'un déploiement opérationnel. Ce qui reste, c'est l'adaptation stratégique, une reconfiguration de la projection de puissance américaine dans le Golfe autour du nouvel environnement de menace et un effort parallèle pour priver la Chine du dividende stratégique plus large, d'avoir démontré que les engagements militaires américains peuvent être contestés à un coût acceptable. Cette adaptation prendra des années. La perte stratégique à laquelle elle s'adapte s'est produite en 72 heures.
Le Ford atteindra sa nouvelle position opérationnelle avant que cette analyse atteigne le public qui la regarde. Le golfe Persique qu'il a laissé derrière lui n'attendra pas que Washington développe une réponse avant de se réorganiser autour de la nouvelle réalité stratégique. Chaque gouvernement de cette région prend déjà des décisions fondées sur le monde tel qu'il est ce soir et non sur le monde tel qu'il était la semaine dernière. Et le monde tel qu'il est ce soir est un monde où un porte-avions ne peut pas aller là où les intérêts américains exigent qu'il aille. Où un missile sur le sol iranien a accompli ce que 30 ans de développement militaire iranien n'avait pas pu accomplir indépendamment. Et où la relation stratégique entre Pékin et Téhéran a été révélée comme quelque chose de beaucoup plus lourd de conséquences que ce que le consensus institutionnel était prêt à reconnaître. Voilà l'image telle qu'elle apparaît réellement de là où je me trouve ce soir. La question que je veux vous laisser est celle-ci. Si c'est le coût que la Chine était prête à payer et la réponse que Washington a été capable de produire, qu'est-ce que ce calcul nous dit sur tous les autres seuils de cette compétition qui n'ont pas encore été testés ? Parce que dans la compétition entre grandes puissances, les seuils qui comptent le plus ne sont pas ceux qui ont été franchis, ce sont ceux dont le coût de franchissement vient d'être révisé de manière permanente à la baisse. Peine saisie.